Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, auteur du livre Justice, la colère qui monte, un livre doublement récompensé, notamment par le prix du barreau. Béatrice Brugère, à la une de l'actualité et face au narcotrafic et à la myriade d'organisations criminelles qui s'implantent en France, avec un système, rappelons-le, fondé sur la peur, la corruption et des règlements de compte sanglants, il y a une proposition de loi intitulée « Pour sortir la France du piège du narcotrafic ». Elle a fait consensus hier au Sénat. Il est question de ce fameux parquet dédié au narcotrafic, du statut du repenti. De telles prérogatives sont bienvenues. Mais pour la magistrate que vous êtes, est-ce que c'est suffisant quand on parle d'une menace existentielle aujourd'hui ? Oui, alors d'abord, c'est une très bonne nouvelle que le Sénat, il faut quand même le dire que c'est le Sénat qui a fait ce rapport, cette enquête extrêmement intéressante et qui débouche en effet aujourd'hui sur une proposition de loi assez ambitieuse. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un décalage extrêmement important entre la réalité criminelle, que certains dénoncent depuis longtemps, y compris des magistrats, et puis notre capacité de riposte, on va dire, à la fois sur le plan judiciaire, mais sur le plan aussi policier, et sur le plan de la santé publique, qui est un peu la grande oubliée, je crois, aussi de cette réflexion qui est en effet en ce moment au Sénat. Pourquoi je parle aussi de santé publique ? Parce que les chiffres, et vous les avez sans doute déjà commentés, sur la consommation, disent beaucoup aussi de l'état de la menace. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'occuper beaucoup des organisations criminelles, et on a raison, parce qu'on a pris du retard, mais ces organisations criminelles, elles ne prospèrent que parce qu'il y a une consommation importante. Un marché, oui. Et là-dessus, je dis simplement, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais ils sont intéressants. C'est-à-dire que ce que l'on voit, c'est la rapidité, c'est-à-dire la vitesse sur l'offre de consommation et les addictions. Par exemple, la cocaïne, qui était une drogue plutôt réservée à une certaine élite, c'est totalement démocratisé. Elle reste très pure, mais elle reste très accessible en termes de prix. Elle est déversée, ça veut dire que la France est devenue une cible, enfin l'Europe. Déversée. C'est une submersion, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Et pourquoi c'est une submersion ? Parce que, en fait, elle arrive par toutes les voies maritimes d'abord, qui sont, vous le savez, des tonnes, en fait, parce que c'est des tonnages, les bateaux, donc c'est des tonnes qui peuvent traverser. Je rappelle à ce propos d'ailleurs qu'on ne contrôle que 2%. 2%. Pourquoi d'ailleurs on ne contrôle que 2% ? Ça, c'est une vraie question. Certains disent tout simplement parce que c'est le fameux libre-échange. Hein. Exactement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ralentir les échanges commerciaux, le flux commercial. Donc, si vous commencez à contrôler tous les bateaux qui arrivent, évidemment, vous stoppez et donc vous avez tout de suite une conséquence économique sur les flux commerciaux. Mais il n'y a pas que la mer. Il y a aussi la Poste, par exemple. On oublie ça, mais la Poste est aussi, puisqu'on est sur une ubérisation de la consommation. Donc en fait, le monde... Pardonnez-moi Béatrice, les axes routiers, évidemment, et la question se pose du contrôle de nos frontières également. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, pour les politiques, la question, c'est la question des priorités. Par où commencer ? L'enjeu du politique, il est double. C'est à la fois agir dans la complexité. Et la complexité, on voit, elle est énorme, puisqu'en fait, vous êtes à la fois sur du commerce international, sur des relations géopolitiques, sur des relations diplomatiques, sur une économie souterraine, donc illégale, sur du blanchiment. Vous êtes sur un problème de santé publique, de consommation. Et de justice. Et de police. Et de police, et in fine, de justice, et aussi de détention. Puisque maintenant, on sait que même en prison, ce n'est plus un obstacle au continuum du trafic de drogue. Parfois même, malheureusement, c'est l'inverse, avec certains criminels qui poursuivent justement leur business, comme il est dit. La justice, évidemment, les prérogatives que nous avons citées sur le parquet dédié, ce sont des mesures bienvenues, mais très sincèrement, pour la magistrate que vous êtes, quand on déclare une guerre, vous avez parlé de magistrats tout à l'heure, et on pense à ces magistrats marseillais qui ont tiré la sonnette d'alarme de manière extrêmement claire. Est-ce qu'on peut gagner cette guerre sans sortir d'un certain cadre ? L'état de droit est sacré, certains le répètent, mais est-ce qu'il ne faut pas des lois d'exception ? Alors, d'abord, je reviens à votre question, elle est importante. Le parquet, évidemment, parce que vu le panorama que je viens de vous décrire et ce que vous avez dit, n'est pas du tout suffisant. C'est qu'un outil parmi d'autres. En fait, il faut avoir une stratégie globale. Et quand je dis une stratégie globale, c'est-à-dire revisiter depuis l'importation, donc les frontières, le contrôle,
la police, les enquêtes, la police judiciaire, la complexité de la norme. Oui, mais c'est ça, en fait, si on veut être ambitieux. J'ai pas fini. La capacité à juger. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les rentrées solennelles ont été assez moroses, puisqu'on disait, on n'arrive plus à juger aujourd'hui. Donc là, vous voyez, donc le parquet, c'est qu'une petite partie. Ça va être aussi les sanctions. Est-ce que les sanctions sont dissuasives? Ça va être les saisies, ça va être également... C'est une révolution, en réalité. Donc en fait, il faut avoir une pensée stratégique du début jusqu'à la fin. Et la fin, c'est les prisons. Donc le parquet ne suffira pas. Bien. Ça, c'est ma réponse. Sur l'état de droit, qui est un sujet évidemment qui occupe tout le monde, il ne faut pas se tromper de débat. La question, on a eu des polémiques, à mon avis, totalement inutiles. L'état de droit n'est pas quelque chose d'intangible. Ce qui est intangible, c'est de sortir de l'état de droit ou de ne pas l'appliquer. Il faut plus avoir peur de ne pas appliquer l'état de droit. Et là, on peut peut-être se dire que la justice qui est faible peut-être met plus en danger l'état de droit si elle n'est pas assez forte pour appliquer de façon égale pour tout le monde l'état de droit. Mais l'état de droit, il a toujours été évolutif. En vrai, dès que vous avez une nouvelle loi, vous modifiez l'état de droit. Attendez, donc ceux qui poussent des cris d'orfraie en disant que si on adapte, on touche à l'état de droit par rapport à cette guerre contre les narcotrafics, on toucherait à un principe presque substantiel à notre mais pas du tout. démocratie, on tort. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi l'état? En fait, on va revenir sur deux choses, si vous me permettez quelques secondes. Parce que le sujet est important et les polémiques sont inutiles parfois. L'état de droit, c'est d'avoir une constitution. On en a une. C'est d'avoir une séparation des pouvoirs. Il faut y veiller tout le temps. Et c'est d'avoir, si vous voulez, une législation qui à la fois est protectrice, avec un magistrat qui est un tiers garant, qui puisse intervenir et éviter l'arbitraire. C'est ça l'état de droit. Mais après, à l'intérieur, je veux dire, le droit évolue. Donc ça n'empêche pas un réarmement. Mais pas du tout. Face à la guerre. Vous aviez un grand juriste qui s'appelait Carbonnier qui disait le droit doit épouser la vie. Ça veut dire que le droit est vivant et il sait, et bien sûr qu'il est tout le temps en mutation. Mais il faut plus, la vraie menace pour l'état de droit, c'est de ne pas l'appliquer. C'est très important ce que vous dites, Béatrice. Je voudrais quand même rappeler que le début de semaine a été marqué par des très grandes violences sur fond de trafic à Mâcon, à Marseille. Même si le nombre d'homicides, de narcomicides a diminué l'année dernière, c'est une véritable submersion. Et ce sont selon les mots de Bruno Retailleau, mais aussi de tous les responsables, préfets de police et procureurs. Ça veut dire que si on n'applique pas certaines lois, on ne se réarme pas, il y a une forme de non-assistance à la population. Oui, parce que par exemple, dans l'état de droit, vous avez des libertés fondamentales. Une qui est très importante, c'est le droit à la sécurité. Et oui, ça fait partie de l'état de droit. Donc si vous avez une police et une justice qui n'assurent plus votre sécurité, d'une certaine façon, vous êtes en danger sur l'état de droit. Donc la question, c'est pas son évolution. La question, c'est est-ce que l'état de droit est appliqué? Est-ce qu'on a des garanties pour l'appliquer? Est-ce que les magistrats sont en capacité d'appliquer le droit égalitaire pour tout le monde? Si vous avez des territoires entiers qui échappent à la justice, qui échappent à la police, là, vous êtes en danger sur l'état de droit. C'est le cas aujourd'hui? Bah oui, il me semblerait qu'il y a des endroits où c'est le cas. Si vous avez trop de normes qui empêchent la cohérence et l'application du droit, là, vous mettez en danger l'état de droit. Par exemple, la complexité ou parfois la bureaucratisation de certaines procédures font que le droit devient incohérent. La non-application des sanctions, c'est une atteinte à l'état de droit. On va en parler de la non-application. Je vous le disais, les règlements de compte se multiplient, y compris dans des villes où personne n'aurait imaginé, il y a encore quelques années, Béatrice Brugère, de telles fusillades. Il y a aussi quand même la corruption des agents de l'État, des forces vives de notre administration. Et un mot cette semaine a marqué les esprits, celui de narco-terroriste. Il y a une surenchère des mots. Est-ce que vous partagez un tel diagnostic aujourd'hui ? Alors, le diagnostic, il est extrêmement important parce que là, on est quand même, on a deux problèmes. Un, on a un problème de déni qui est consubstantiel à notre société, et on a un problème d'absence, je pense, ou de rigueur intellectuelle sur la connaissance des phénomènes criminels. Il faut réinvestir ce champ criminel. Je vous dis, par exemple, on ne fait pas de criminologie comme d'autres pays. Donc, en fait, on a toujours l'impression de découvrir les choses. Or, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, un, parce qu'on est en retard sur la connaissance des organisations criminelles, et deux, parce que ces organisations criminelles sont en mutation permanente. C'est-à-dire que ce que vous savez hier n'est pas nécessairement valable pour demain. Donc il faut réinvestir le champ criminel. Si le diagnostic n'est pas bon et il est évolutif, à ce moment-là, nous serons à côté de la problématique. Et par exemple,
ceux qui disent qu'aujourd'hui, on peut parler de narcoterrorisme. Et si vous avez des organisations criminelles qui ont pris le contrôle de certains quartiers, qui tuent, qui font des règlements de compte, ils font une forme de terreur. Et je pense que la menace du narcotrafic est aussi importante que la menace du terrorisme. Alors, il y a quand même des résultats, puisque par exemple, Félix Bengui, surnommé le Chat, c'est l'un des plus gros trafiquants, chef présumé du clan Yoda à Marseille. Il a été extradé du Maroc vers la France. Il devrait intégrer une prison alors de haute sécurité, comme d'autres grands trafiquants. Béatrice Brugère, c'est la proposition du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, de regrouper les plus gros criminels en prison. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est faisable ? Alors, on demande toujours, c'est un peu injuste d'ailleurs, aux nouveaux gardes des Sceaux qui arrivent, de régler tous les problèmes en quelques secondes, problèmes qui sont souvent le résultat de 10 ans d'abandon ou de déni ou de mauvais choix politiques. Donc, il est dans l'urgence. Aujourd'hui, on n'a pas de prison de haute sécurité. On va déjà commencer par ça. Donc, on n'en a pas. C'est Badinter, d'ailleurs, qui avait fait supprimer les quartiers de haute sécurité. Et même, et ça fait pas sourire, mais on est encore capable, il y a encore quelques temps, c'était sous Nicole Belloubet, de construire des prisons sans barreaux parce qu'on trouvait que c'était pas nécessaire. Bon, donc c'est n'importe quoi. Des prisons sans barreaux. Oui, donc on vient de loin. On vient de très loin. Donc, quand on est un garde des Sceaux aujourd'hui qui prenne conscience que enfin on a une nécessité et un besoin, comme l'ont fait depuis très longtemps l'Espagne ou l'Italie, d'avoir des établissements spécialisés. C'est votre proposition, hein. C'est une proposition que l'on porte d'ailleurs avec les directeurs de prison FO qui portent aussi cette proposition. Il faut construire, et on est sur un plan de construction, des prisons de haute sécurité, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de ne pas discriminer des gens qui sont très dangereux et des gens qui le sont moins. On n'a pas ça aujourd'hui encore en France, il faut le faire, c'est une très bonne idée, on ne peut que la soutenir. Derrière ces profils dont on a parlé, comme ces gros trafiquants, il y a une partie de trafiquants de drogue qui sont vraiment des mineurs qui se comportent en hors-la-loi, maniant les kalachnikovs. Vous avez souvent parlé, dès le premier écart, des ultra courtes peines. Oui. Le ministre de l'Intérieur, on sait, y est favorable. Est-ce que vous pensez qu'on peut avancer vers ça ? Est-ce que aujourd'hui, le mouvement anti-prison ou prison sans barreaux recule par rapport à la lucidité qui est la vôtre? Alors, on est dans un ministère où changer est compliqué. Même si les Français le demandent, même si tous les sondages le montrent. Je le vois parce que, en fait, je porte cette proposition, en effet, avec d'autres, d'ailleurs, parce que on a regardé ce qui se passait dans d'autres pays. Voilà, c'est intéressant aussi d'avoir une forme d'humilité et de se remettre en question sur notre système. Comme pour la lutte contre le narcotrafic, on est en échec. C'est exactement la même chose sur la lutte contre la récidive et on voit très bien que la violence augmente. Donc il faut réinterroger notre politique pénale. On la réinterroge en regardant aussi ce que font d'autres pays. Les ultra courtes peines, tous les pays du Nord l'utilisent d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas. Et ils ont, pour faire simple, cette capacité de punir davantage et de vider leurs prisons. C'est pas inintéressant, puisque nous, c'est l'inverse. Évidemment. On punit de moins en moins et nos prisons débordent. Donc il faut quand même peut-être réinterroger notre politique pénale, son idéologie et son logiciel. Les ultra courtes peines, c'est quoi le principe ? C'est de dire, vous commettez un fait très grave, vous êtes sanctionné tout de suite, c'est pas long, c'est très court, ça a un effet pédagogique, c'est une sanction. Nous, on a un système complètement différent, c'est incarcérer le plus tard possible, et quand ça tombe tard, ça tombe long. Mais est-ce que pour autant, Béatrice Brugère, je vous pose la question directement, est-ce qu'il y a un droit à l'inexécution de la peine en France ? Oui, en fait, on a tout un système aujourd'hui qui favorise le droit à l'aménagement. Alors, c'est pas tant l'inexécution que le changement de la peine prononcée. Un chiffre, 40% des peines de prison qui sont prononcées à l'audience, et il n'y en a pas tant que ça, sont immédiatement aménagées. Donc en fait, comme on n'a pas 40%, comme on n'a pas de place de prison, en fait, on n'a pas construit de place de prison. Là aussi, on a pris un retard fou. Eh bien, on est maintenant dépendant de nos capacités. Et en fait, tout le système est dépendant de ces capacités. Aujourd'hui, vous avez des courageux chefs de cour qui, lors des audiences solennelles, on dit on n'y arrive plus, on ne peut plus juger. Il faut savoir que dans certaines cours où il y a des faits extrêmement graves, on ne juge que les détenus. Donc, les détenus aujourd'hui, en tout cas les détenus, les narcotrafiquants, les gros criminels, leur seul objectif, c'est d'être remis en liberté. Donc, les chambres d'instruction
sont totalement embolisés par des demandes de mise en liberté. Une alerte du procureur général d'Aix à ce sujet. Exactement, c'est à lui auquel je pensais. Il est très courageux et il a raison parce que ces voix doivent s'élever pour dire enfin la vérité. Vous dénoncez souvent, et votre syndicat aussi plus largement, d'ailleurs, on a perdu de vue l'essentiel. En réalité, dans la justice, vous dites, on arrive à un juridisme sans âme. Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir une vision, une stratégie enfin? On a parlé d'une population, d'une non-assistance à population en danger. Est-ce que vous la voyez, cette vision? Écoutez, moi je trouve que, en tout cas, il y a un frémissement qui n'est pas inintéressant parce que on a un alignement qui est assez nouveau entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice pour enfin regarder la criminalité telle qu'elle et la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une prise de conscience que notre procédure est parfois trop complexe et parfois pas assez sévère pour sanctionner les abus de droit. Et donc, il faut avoir un choc de simplification, une réflexion de très haut niveau sur l'organisation de la justice et de la police pour avoir des résultats efficaces. Simplement cette information Europe 1, et ça rejoint ce que vous dites, Béatrice Brugère, c'est la barre des 2 millions de dossiers atteints au sein de la police judiciaire, impossible à traiter. Donc évidemment, pour la justice, c'est une embolie incroyable. Mais c'est ça l'atteinte à l'état de droit. C'est que quand vous allez déposer plainte, il n'y a pas d'enquête et il n'y a pas de dossiers qui sont jugés. Ça, c'est une vraie atteinte à l'état de droit. Donc l'urgence, elle est là, c'est de remettre en place une police et une justice qui d'abord travaillent dans le même sens et qui puissent répondre à la demande des citoyens. Si on ne répond pas à la demande des citoyens, les citoyens se feront justice. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a... justice. Bien sûr, il y a un livre qui vient de sortir qui n'est pas inintéressant d'un journaliste qui s'appelle Pierre Ancet, qui s'appelle Auto-justice, où il démontre que si l'État est défaillant, à un moment donné, c'est la fin du pacte social qui est en danger. C'est-à-dire que le pacte social et la Constitution, c'est ça, c'est que vous donnez à l'État, si vous voulez, votre adhésion, ses prérogatives, de vous défendre et de juger. Si l'État est trop faible, évidemment que c'est un risque sur le pacte social. Donc il y a une urgence à renforcer évidemment les services de police, évidemment la justice, et ce n'est pas qu'une question de moyens, je le dis, même si les moyens sont très importants pour construire des prisons, pour recruter. Et une emprise idéologique. Évidemment, il faut aussi réfléchir à notre procédure, à reprendre aussi le sens de la peine, de la sanction, de la dissuasion, et être efficace par rapport à des organisations criminelles qui, elles, le sont énormément. Sinon, le risque, on l'a entendu notamment, c'est l'auto-justice, et votre livre, là, prend tout son sens, et ce titre, Justice, la colère qui monte, doublement récompensée, notamment par le prix du Barreau de Paris. Ce n'est pas rien, avec évidemment les paroles claires que vous avez. Je vous en remercie, Béatrice Brugère. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci Béatrice Brugère, merci Sonia.